Salam alaikum, Azul, bonsoir. Regardez ces titres de presse. Deux des fils de Gaïd Salah interdits de quitter le territoire national. Jeune Afrique. Algérie, là c'est en anglais, là, il y a une erreur, mais ça ne fait rien. Comment Tebboune. Alors. Les biens mal acquis en France dans le viseur de l'Algérie, le point. La couleur est annoncée, du 2 en 1. En vérité, faire croire à l'opinion publique que Tebboune a engagé le processus pour la récupération des fonds volés et exfiltrés vers des comptes à l'étranger, dans le même temps que cela permet de régler certains comptes entre le clan qui avait été évacué, celui de l'ex-patron du DRS, le puissant Arab Zahir, le général Tawfiq, et celui de l'ex-chef d'état-major, le défunt général Gaïd Salah, et très vraisemblablement, c'est celui de Arab Zahir qui semble être revenu en force aux affaires et qui est en train de reprendre le contrôle sur les équilibres au sein du régime. Comment les forces en présence ont-elles pu ainsi être bouleversées, alors que le camp adverse à celui de Gaïd Salah avait été littéralement éradiqué? Pour plusieurs raisons objectives, circonstancielles, et d'autres moins, et qu'on ne connaît pas toutes. Mais la première est que le système de Gaïd Salah, improvisé à la hâte, et en fonction de la conjoncture d'urgence induite par le Hirak, qui contestait et qui continue de contester tout le régime, Tarahlouga, Gaïd Salah qui se trouvait à la tête de l'État, du régime, qui se trouvait à la tête de l'état-major, par la grâce de l'ex-président Bouteflika qui avait trouvé en lui un agent idéal pour contrôler l'armée, s'est trouvé de facto l'élément le plus déterminant, le plus puissant de l'équation. Il a donc pris les choses en main et il a fait en sorte d'être le principal et le seul décideur véritable au sein de la junte. Il a donc très brutalement éliminé tous les autres chefs de l'armée qui n'étaient pas dans ses logiques, dans ses calculs, et qui ne lui avaient pas prêté allégeance. C'était à ce moment-là qu'il avait inventé le terme de Issaba, pour stigmatiser tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Le point faible de son clan était que tout cet édifice ne reposait que sur les épaulettes de son chef. Quand il a disparu, une brèche béante s'y est ouverte. Et le clan adverse, celui de l'État profond, comme on dit, celui du DRS, de l'ex-DRS, une puissante force tentaculaire, avec ou sans Tawfiq de toute façon, qui avait laissé croire qu'elle avait été neutralisée, mais qui gardait en réalité toutes ses capacités de nuisance, allait tout naturellement sauter sur l'aubaine. Il y avait quelque chose à prendre, et ce n'était pas Tebboune, président installé par le même Gaïd Salah, qui allait pouvoir empêcher les grands fauves du régime de reprendre leur terrain de chasse. À plus forte raison, qui n'avait été choisi par Gaïd Salah que pour sa docilité et son opportunisme politique. Il n'est donc pas dans cette guerre des clans qu'un outil de l'un après avoir été celui de l'autre. Et il ne lui a pas fallu de longtemps pour sentir d'où venait le vent et qui était le vrai maître du jeu désormais. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, le grand boss du DRS a été sorti de prison pour être confortablement installé à l'hôpital militaire de Bouchaoui, où il jouirait, ça reste au conditionnel, de très larges latitudes, y compris celle de pouvoir diriger les opérations depuis son nouveau QG. Le général-major Mhenna Jabbar, décideur important au sein de l'ex-DRS, a été libéré, alors qu'il avait été condamné à 8 ans de prison ferme. Le général Tartag est dans l'attente d'une libération, ainsi que d'autres généraux opposés à Gaïd Salah.
Des poursuites engagées contre des dizaines d'officiers supérieurs et d'officiers généraux ont été abandonnées ou sur le point de l'être. Une sorte de vaste recomposition, voire même de récupération de certaines brebis égarées entre guillemets, comme c'est le cas du général-major Souab, propre gendre de Gaïd Saleh, qui était en fuite à l'étranger, dont on nous dit maintenant qu'il était en soins à l'étranger. Il vient de rentrer au pays sans être inquiété. Il ne fait donc plus de doute que ça se rabiboche dans la maison de l'ogre, dans le même temps que de terribles vengeances s'abattent sur certains qui avaient joué un rôle important dans l'élimination des ennemis de Gaïd Saleh. C'est règlement de compte à hoquet choral et une recomposition du champ politique à l'intérieur du régime. La mise sous interdiction de sortie du territoire national des enfants de Gaïd Saleh entre dans cette logique, un peu pour annoncer la couleur et un peu pour baliser les chemins qui mènent vers cette curieuse nouvelle Algérie dont nous parle Tebboune. Cette histoire de récupérer les biens mal acquis en France rentre aussi dans les mêmes logiques, même si elle procède, elle aussi, de l'intention de faire croire à l'opinion publique que Tebboune est en train de tenir sa promesse de récupérer les fonds volés au pays et qui dorment dans des comptes à l'étranger. La justice algérienne a officiellement demandé à la France d'enquêter sur le patrimoine d'une dizaine d'Algériens. On ne sait encore rien sur l'identité de ces personnalités, mais il y a fort à parier qu'elles font certainement partie des gaïdistes ou de leur clientèle, parce que dans la réalité, ce n'est pas une dizaine de personnalités algériennes qui ont installé leur pénate et le fruit de leur rapine en France, mais des milliers, oui, des milliers, puisque quasiment tout le personnel politique et la majorité des chefs de l'armée ont trouvé en la France la plaque tournante de leur blanchiment d'argent et le pays idéal où ils investissent. Reste à savoir si la France va accéder à cette exorbitante demande, sachant qu'elle pourrait ouvrir une véritable boîte de Pandore. Et je vais profiter de cette demande de l'Algérie à la France pour en rappeler une autre, qui n'a malheureusement pas abouti et qui a même connu une fin tragique. Au début du mois de juin 1992, le président Boudiaf avait missionné 3 de ses officiers de confiance, accompagnés de 2 autres officiers qui avaient investigué sur certains dossiers d'exfiltration de fonds à destination de leur compte en France. Le président Boudiaf les avait envoyés secrètement rencontrer le Premier ministre français Pierre Bérégovoy pour lui demander de coopérer avec l'État algérien dans une enquête sur des barons du régime, vraisemblablement des généraux. Dans son infinie sincérité, le président Boudiaf pensait que la France allait lui fournir des informations sur leurs avoirs et leurs biens en France. Alors, non seulement la demande n'a pas abouti, mais pire encore, les noms des officiers ont été communiqués au général Smaïn par ses amis des services secrets français. Dès leur retour en Algérie, au moins 3 officiers parmi ceux qui avaient fait le voyage ont été tués et leur assassinat inscrit à l'actif des terroristes islamistes. Quelques jours plus tard, Boudiaf a subi le même sort.
Algérie, règlement de compte à hockey choral. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mohamed Khelfaoui, ex-officier supérieur de l'ANP, qui sera avec nous depuis Alger. Zoubida Assoul, avocate présidente de l'UCP, qui sera avec nous depuis Alger. Mekassi Tinhinan, journaliste, qui sera avec nous depuis Alger. Zoubida Assoul, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Jamal. Merci pour l'invitation et je salue vos autres invités. Merci. Alors, Zoubida Assoul, qu'est-ce qui se passe dans la combuse, comme on dit, ce qui semble être une recomposition à l'intérieur du régime, des gens qui sont élargis, d'autres qui bénéficient de libération, d'autres qui sont rappelés de l'étranger où on les disait en fuite, et d'autres enfin qui sont limogés, qui sont mis à la retraite, qui sont sous le coup de poursuites. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le pouvoir essaye de gagner du temps comme à son habitué parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Parce que s'il avait vraiment la volonté politique de faire des changements ou d'opérer des changements, la voie n'est pas celle-ci. D'abord, la première des choses, il aurait fallu que le pouvoir en place écoute un peu la voix du peuple. Les Algériens et les Algériennes, depuis plus d'1 an, sont sortis par millions demander vraiment une rupture de ce système qui, aujourd'hui, par l'aveu même de ceux qui étaient dans le même pouvoir, qualifie aujourd'hui ce pouvoir-là de mafia, de Essaba, et ils avouent que ça a été un désastre pour le pays. Donc aujourd'hui, le bilan n'est pas uniquement fait par le peuple à travers ces manifestations, Kletou Bled et Serraqin, mais aussi l'aveu aujourd'hui est au niveau de gens qui dirigent le pays aujourd'hui. Par contre, les manœuvres, ce qui se passe à l'intérieur, je pense que c'est une reconfiguration, à mon avis, des clans. Il y a des clans qui partent, il y a des clans à qui on règle des comptes et il y a d'autres clans qui se mettent en place. Pourquoi je dis ça? Parce que si vraiment il y avait de la volonté politique, il aurait fallu d'abord, comme je vous ai dit, opérer au changement du système. C'est-à-dire mettre en place des mécanismes pour remettre de l'ordre dans le fonctionnement des institutions et surtout retourner à la souveraineté populaire telle que revendiquée par le peuple depuis le 22 février 2019. Et cela passe par le dialogue indispensable, inclusif, de manière à élaborer une feuille de route de sortie de crise, parce que de toutes les manières, cette reconfiguration ne va pas régler la crise, parce que la crise politique est toujours là, même si le pouvoir a continué dans son déni de vérité et dans son entêtement pour aller à des élections présidentielles du 12 décembre passé, mais aussi cette fois-ci, il continue dans la même voie pour aller sur imposer sa feuille de route et aller vers le référendum, au lieu d'assainir d'abord, d'écouter la voix du peuple, de faire un dialogue national pour régler la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs années, mais surtout depuis la révolte populaire, mais aussi aller vers les vraies questions aujourd'hui qui nous attendent et sur lesquelles on est déjà en plein dedans, c'est-à-dire la crise économique et sociale qui secoue des milliers, voire des dizaines de milliers de familles algériennes qui aujourd'hui sont vraiment à bout. Ils n'ont même pas la capacité de venir à bout pour faire nourrir leurs enfants et leurs familles. Donc voilà un peu la situation. Maintenant, le pouvoir nous dit qu'il est en train d'assainir. Moi, je considère que l'assainissement, personne n'est contre sur le principe. Sauf que pour faire un assainissement sérieux et durable, il va falloir d'abord que la loi s'applique à tous. Qu'il n'y ait pas ce deux poids, deux mesures, cette discrimination d'une manière tout à fait abusive pour choisir certaines personnes, alors qu'il y a des
des dizaines, vous dites des milliers, il y a des dizaines au moins, plusieurs dizaines de personnes du système qui ont dilapidé les deniers publics. Ils sont toujours là et qui sont même au sein d'un certain nombre d'institutions de l'État. Donc, pour moi, l'assainissement, c'est pas ça. Justement, Zoubida, je reviendrai à vous pour ma prochaine question. Justement, vous qui êtes, en plus d'être présidente de parti politique, qui êtes avocate, je vous demanderai justement de nous dire, puisque vous parlez d'institution, ce qu'est cette institution judiciaire qui se range, ça veut dire, elle est un peu, comme on dit, comme le chat, plus fidèle à la maison qu'au maître, qui se range immédiatement sous les ordres du clan dominant pour régler le compte du clan opposé, celui sous lequel elle était un VOD. Et je reviendrai à vous pour que nous parlions justement de cette institution judiciaire qui est devenue l'outil principal du règlement de compte. Mohamed Khelfaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, règlement de compte, recomposition douce du champ politique, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Votre question, c'est quoi? Essayez de m'orienter sur votre question. Je suis en train de vous demander ce qui est en train de se passer au sein du régime, ces arrestations d'un côté, ces limogeages, ces dossiers qu'on met sur la table de la justice. D'un autre côté, ces libérations, ces élargissements, ces retours de certains qui sont partis à l'étranger. De quoi il s'agit en fait? Est-ce que ce sont des règlements de compte? Est-ce qu'il s'agit juste d'une recomposition politique? De quoi il s'agit? Si on parle de ces arrestations ou de ces jugements de certaines personnes, moi, je pourrais dire modestement qu'il y a une continuité depuis le début. Ça a été amorcé par l'ancien chef d'état-major. Et donc, ça continue. Vous savez que dans notre armée, les mises à la retraite et les mutations se font dans cette période. Donc, juillet, août, jusqu'à septembre pour les retraites et mutations. Bon, peut-être que ça a changé un peu, peut-être. Et sinon, ça continue jusqu'au mois de novembre pour les remises de grades, des promotions. Donc, de ce côté-là, moi, personnellement, je n'ai pas vu grand-chose. Disons, grand-chose qui pourrait laisser entendre qu'il y a un règlement de compte. S'agissant de retour, pour parler de retour de l'ancien chef du DRS, ou là de sa mainmise, ou là de sa réhabilitation au sein du pouvoir et dire qu'il commande, qu'il dirige ou autre, moi, je voudrais poser la question, par exemple, sur les chefs d'accusation qui ont permis à la justice de le mettre en prison, particulièrement la présence d'étrangers dans la rencontre avec le frère du président, etc. Lorsque le chef d'accusation de complot avec l'étranger chute, disparaît, qu'est-ce qui reste? Il reste sa rencontre avec le frère du président qui faisait fonction de président de fait. Au vu au su de tout le monde, de Gaïd Salah ou des autres. Donc peut-être qu'il y a une remise en cause de certaines choses ou là de certaines décisions de justice, peut-être je dis. Et sinon, pour l'ancien chef de DRS, je crois qu'il est à l'hôpital, comme vous venez de le dire. Il est à l'hôpital, vu sa maladie, vu son âge, vu ce qui lui est arrivé depuis les événements Saïdani, etc. Moi, je ne pense pas que ce soit le personnage qui reviendrait aux commandes. Je ne pense pas. Mais ça reste subjectif. Mais Ouyahia aussi est très malade. Il a un cancer très grave. Oui. Il n'a pas été mis à l'hôpital. Il vient d'être envoyé à Bedla, à Béchar, dans la prison de Béchar. Pourquoi, si on tient compte de l'état de santé des gens, pourquoi un traitement pour l'un et pas pour l'autre? Non, j'ai pas dit qu'on tiendrait compte de l'état de santé. Vous avez Général Rdili est toujours en prison, on ne comprend pas. Non, je vous ai dit que si l'accusation intelligence avec l'étranger, c'est la présence dans la réunion du diplomate français. Oui. Si vous supprimez ça
qu'est-ce qui reste comme chef d'accusation? Oui, mais c'est à la justice. C'est à la justice de le réhabiliter. On ne le réhabilite pas par une décision politique. Bon, nous savons très bien. Nous savons très bien que c'est un règlement de compte entre Gaïd Salah et lui. Ça, nous le savons. Gaïd Salah l'a écarté parce que lui a voulu écarter Tawfiq. Là, c'est un règlement de compte. Mais là, si vous pensez, vous estimez qu'il a été injustement condamné, c'est à la justice de le réhabiliter. Absolument, non, absolument. Mais je crois que les gens tels que Gérard Délé, on lui a proposé, semble-t-il, de sortir, il a refusé parce que c'est la justice qui doit le réhabiliter. Là, je suis d'accord avec vous aussi, Jamal. Oui. C'est à la justice de le réhabiliter. Mais je crois qu'il n'est pas libéré. Non, il n'est pas libéré. Parce que vous me parlez de... Oui. Oui. Parce que Général Délé a exigé d'être réhabilité. Il a dit, moi, je ne veux pas être élargi par une décision politique. Je veux être réhabilité par décision de justice. Oui. Parce que Madlom. Oui, mais Tawfiq, ce n'est pas son cas. Tawfiq a été mis quasiment à résidence surveillée dans un hôpital où il bénéficierait de toutes les latitudes, où il aurait beaucoup de liberté de mouvement, de contact, etc. Et c'est sur décision politique. Moi, je vous dis, vous parlez au conditionnel et vous l'avez fait remarquer vous-même. Moi, je ne défends personne. Vous me connaissez, c'est Jamal. Ouais. Mais dire qu'il a repris de l'envergure, ça, peut-être on le dit. Moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu en toute sincérité pour essayer d'éclairer les gens qui s'intéressent à ça. Là, je suis franchement sans information sur ça. Mais sur le plan logique de mon côté, je ne pense pas qu'un personnage comme c'est Tawfiq reviendrait aux affaires de cette manière. Mais on peut refaire du tawfiqisme sans Tawfiq. On peut refaire du tawfiqisme. On peut faire revenir le tawfiqisme sans Tawfiq, à la limite. Est-ce que ce n'est pas le cas qui se passe en ce moment? Écoutez, pourquoi là, non, là, mais on fait court là-dedans. Hein, parce que vous prenez tout un chacun qui a eu des fonctions dans les services de sécurité est un tawfiqiste, puisque pour reprendre votre expression. Non, il y a des gens, peut-être qu'on a besoin de certains spécialistes à un endroit précis, pour une mission précise, peut-être même limitée dans le temps. Et là, on fait appel à des conseillers. C'est partout dans le monde que cela se fait. Je ne parle pas de ce profil-là, vous le savez très bien. Je ne parle pas de ce profil d'expertise. Vous-même, vous étiez au DRS, mais vous étiez au DRS en tant qu'expert. Oui. Je ne parle pas de ce genre de profil. Moi, je parle des DRSistes, des tawfiqistes qui étaient à la manœuvre, qui contrôlaient le pouvoir politique. Non, mais si vous avez des noms, on peut discuter plus facilement. Mehenna Jabbar qui était à la manœuvre politique du DRS et qui a écopé de 8 ans de prison et qui a été libéré sans autre forme de procès. Alors là, il a été libéré, je ne sais pas comment il a été libéré, pourquoi il a été libéré, mais je ne pense pas qu'il ait été appelé à des fonctions au niveau des services ou là au niveau de la présidence. Alors là, la question, en effet, tout le monde s'interroge s'il a été libéré. Là, ce serait cousu de fil blanc. Ils ne peuvent pas le libérer et le replacer officiellement à la tête des services. Vous savez comment ça se passe. Ils attendent un peu. Ou ils lui confient des missions secrètes. Oui. Si jamais on peut s'interroger tous sur la manière dont il a été libéré. Après, pourquoi on l'a condamné à 8 ans et ensuite on lui dit, bon, allez-y, vous avez 8 ans derrière vous, mais n'oubliez pas ça, mais vous êtes... Je ne sais pas. Franchement, là, on est dans l'expectative. On n'arrive pas à voir les tenants et les aboutissants parce que la justice elle-même brouille les cartes de cette manière et personne ne peut suivre. Pourquoi on a libéré celui-là? Pourquoi Al-Irdiri, dont on ne détient rien du tout sur sa personne? Et encore, il y a un homme tout à fait propre, tout à fait honnête, il est toujours en prison. Vous voyez? Donc il est difficile de voir qu'est-ce qui se passe dans cette boîte de justice ou là dans cette direction politique, comment les gens agissent, pourquoi ils ont fait ceci et pas cela. Là, en effet, on se pose des questions, mais dire que Mehenna a repris du service, moi je ne sais pas, je n'ai pas entendu dire ça. Franchement, en toute franchise, je n'ai pas entendu dire ça. Ceux qui ont repris du service, on les voit, ils ont été nommés
de manière officielle et leurs noms ont été cités aussi bien à la télé que sur les journaux officiels. Bon, des fois, c'est des anciens retraités, ils sont en poste. Les autres, personnellement, je n'ai pas encore entendu dire que maintenant a été récupéré ou l'a placé quelque part. Et je reviendrai à vous pour vous demander de nous dire ce que vous C'est pour rester pensez. honnête, si je peux. Pardon Madame ما سمعتكش سامحني. Vous dites que c'est pour rester honnête. Oui, je sais, Mohamed Khelvaoui, je sais très bien. Alors, restez avec nous. Mekassi Tineinen, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je salue l'ensemble des invités. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste, que vous êtes avec nous depuis Alger. Alors, d'après vous, est-ce que nous assistons à un règlement de compte? Est-ce que c'est une vaste recomposition? Est-ce que les anciens gaïdistes, comme on est en train de le dire, et même la presse, sont en train d'être en point de mire? Ou est-ce juste le déroulement normal de la justice et de l'administration des affaires publiques? Déjà, j'ai envie de dire que les questions que vous êtes en train de me poser sont tout à fait contradictoires. Alors que normalement, on devrait avoir un visage politique qui devrait être assaini, dans lequel on peut avoir des lectures et avec lesquelles on peut faire des analyses. Nous, aujourd'hui, avec la situation actuelle et la recomposition du schéma politique actuel, on a un schéma qui est complètement, on a une scène politique qui est complètement opaque. Et on a des lectures avec chacun va dans sa lecture, dans son analyse, en partant de ce qu'il a acquis personnellement. Oui. Donc déjà, ça rend vraiment difficile l'analyse et ça rend difficile d'avoir un avis sur la situation. Moi, pardon, est-ce que ça rend difficile l'analyse parce que la situation est opaque, maintenue délibérément dans l'opacité, ou est-ce parce que mes questions sont contradictoires? Pour que je précise s'il le faut. Il y a évidemment une volonté politique à maintenir les choses opaques. Parce que plus on maintient les choses opaques, plus on aura du mal à avoir des lectures, plus le pouvoir en place se régénère avant, sans avoir à prendre en compte l'opinion de l'opposition, du peuple, et ralentit l'activité de l'opposition, de la presse, du Hirak, de tout cet amalgame qui devrait faire partie du champ politique, de l'associatif, tout ce qui devrait composer le paysage politique n'en fait pas partie. Il y a une volonté politique claire de tout maintenir fermé. Il est évident, on ne peut même plus se poser la question. Maintenant, quand je dis que les questions sont contradictoires, parce que par exemple, moi je ne sais même plus si je dois être dans l'informative, dans l'analyse journalistique ou dans l'analyse politique, de comptoir, de citoyenne, ou vous comprenez. La presse, quand on s'avance, aujourd'hui, on part dans beaucoup de conditionnels, de suppositions. Vous-même, tout au long de l'émission, vous êtes en train de dire donc ça rend l'analyse difficile. On n'a pas l'information claire. Aujourd'hui, le pouvoir en place, comme depuis longtemps, ne donne pas les informations claires. Et aussi longtemps que la justice est maintenue sous le sceau du silence, on ne pourra pas avoir de l'analyse, ni savoir ce qui se passe, ni avoir de lecture. Nous, aujourd'hui, par exemple, la rue, elle a des revendications qu'on ne veut pas écouter. Mais ces revendications-là vont revenir, elles vont reprendre, etc. Mais est-ce qu'ils vont les écouter? On ne sait pas. Mais est-ce qu'aussi ils vont laisser ouvrir le champ politique pour l'opposition, aux associations à l'opposition? Ça aussi, ça relève d'une grande question. Et les seules questions au lieu, et aussi on maintient l'opposition et on maintient la sphère politique dans des questions qu'eux, ils maîtrisent. Par exemple, aujourd'hui, on peut plus on n'entend plus parler des sujets comme la condition féminine, la croissance économique, on n'entend plus parler de beaucoup de sujets. Ils nous maintiennent dans des sujets que eux ils veulent et que eux ils maîtrisent. Et ça, c'est aussi un danger pour nous et pour l'avenir du pays. Et pour l'avenir aussi du Hirak, parce qu'on va reprendre le Hirak avec des mots d'ordre qu'ils ne veulent pas entendre et que nous, on ne veut pas lâcher. Et tout le monde est d'accord, comme le disait tout à l'heure Madame Assoul, avec l'idée du dialogue. Mais dialoguer sur
Quoi, comment et avec qui? D'autant plus que là, en plus de nous avoir embrouillés avec ces questions-là, on revient sur la question aussi de la Constitution. Il y a un vote qui se prépare pour le 12, il y a un référendum qui se prépare pour le 12. Comment peut-on avoir un référendum qui se prépare pour le 12 avec 6 mois de crise sanitaire qui a mis le pays, entre parenthèses, on va dire qu'on était tous concentrés sur la sortie de la crise sanitaire, pas sur les avancées politiques. On va nous imposer un référendum sans y avoir été préparé. Peut-être qu'un référendum, pour nous, passera d'abord par de nouvelles lois électorales, par le rafraîchissement des lois électorales. Mekassi Tininen, ma chère consoeur, vous savez très bien que dans des situations où l'opacité est délibérément entretenue, où le régime est plombé, Exactement. où il ne reste rien filtré, est-ce qu'il est du droit du journaliste qui n'a rien devant lui, tout est opaque, tout est délibérément opaque, verrouillé. Est-ce que le journaliste est en droit de spéculer, de se poser des questions, de tenir compte de ce qui se dit dans la rue, de tenir compte de ce qui se dit ici et là, des rumeurs, etc. Ou est-ce que nous devons nous la jouer professionnelle jusqu'au bout et nous dire non, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien d'officiel, le régime n'a rien dit, donc il ne se passe rien, à votre avis? Moi, je pense que le journaliste est censé tenir compte de tout ce qui se passe dans le pays, que ce soit de ce que le président de la République annonce, que ce soit de ce que l'opposition, en tant que parti, en tant qu'association organisée, reconnue, légale ou pas légale selon les lois en vigueur, disent, doit être pris en considération. Ce que les gens disent dans les cafés, dans les quartiers, etc., doit être pris en compte par le journaliste. Vous savez très bien, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Cela dit, le journaliste a pour devoir de dire selon tel et tel et tel. Il n'a pas le droit de dire que ça est une information avérée. Le travail du journaliste est de dire sa source, tout en la protégeant bien évidemment, mais de ne pas faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit et de ne pas assurer que ce que lui dit est vérité absolue. Alors, quand je vous dis par exemple, Mhenna Djabbar, un ex-officier supérieur général, major du DRS, qui a été condamné à 8 ans de prison, là c'est une information avérée, et qui a été libéré alors qu'il a 8 ans encore à faire, ça aussi c'est une information avérée. Quelle serait votre analyse sur la question? Là, ce n'est pas au conditionnel. Là, c'est... Oui. Autant que Tinginan, autant que citoyenne. Moi, j'aurais envie de vous dire, j'aurais deux lectures. Comme on est dans une configuration nationale où des trucs improbables se sont produits, où des trucs où on se disait non, ils vont jamais aller jusque-là, se sont produits. On peut dire oui, c'est possible. C'est possible qu'il soit libéré, que demain il va se retrouver avec un budget, un poste, etc. C'est complètement possible parce que on a déjà vu le pire. Après, des fois, on revient à la réalité ou pas, et on se dit non, c'est peut-être des rumeurs. Il n'y a pas, c'est ce que je vous disais. Mais ce ne sont pas des rumeurs, il a été libéré. Il a été libéré alors qu'il a 8 ans de prison ferme à faire. Le général Touvert. Le général Touvert, ce n'est pas une rumeur. Il est à l'hôpital Bouchaoui pour raison de santé, alors que d'autres détenus sont dans des situations de santé autrement plus graves, et qui sont maintenus en prison, qui ne sont pas dans des hôpitaux. Vous savez, il faut aujourd'hui qu'on parle de ça, mais pas en disant que tout est truqué. Il faut qu'on revienne sur la situation, la condition incarcérale de tout le monde, de tout citoyen, qu'il soit incarcération politique ou incarcération pour délinquance. Les droits, aujourd'hui, le droit d'un détenu a des droits. D'accord. Restez avec nous, Tinhinan, je reviens à vous dans un moment. Zoubida Assoul, aujourd'hui, l'institution judiciaire est dans une attitude absolument incroyable. Ça veut dire qu'ils ne prennent même plus la précaution de faire semblant. Cette justice se met aux ordres du maître des lieux.
Quand c'était Gaïd Salah, elle a mis des gens en prison sans état d'âme sur de simples présomptions, accusés de haute trahison, accusés d'avoir rencontré des agents étrangers, comme c'est le cas de Taoufir par exemple. Quand Gaïd Salah n'est plus là, la justice est sollicitée pour taper sur les propres gaïdistes, voire même ses propres enfants. Et le plus normalement du monde, et ça continue de nous dire la justice, le droit, Zoubida Assoul. Si jamais, avant de répondre à votre question, j'aimerais juste rebondir sur le fonctionnement du système en Algérie. C'est-à-dire que le système, son mode de fonctionnement chez nous, c'est l'opacité. Donc l'opacité est un mode de gouvernance de ce système. Donc vous n'avez pas droit à l'information. Tous les cas que vous avez cités tout à l'heure avec votre consoeur, la journaliste, c'est de dire on a eu les mêmes juridictions qui ont rendu des décisions judiciaires, notamment quand il s'agit du tribunal militaire, qui, comme vous le savez, a un code de la justice militaire qui est totalement différent de la justice civile, n'est-ce pas? Parce que le tribunal ou la justice militaire, elle obéit dans la poursuite pénale, donc l'action publique, dans le tahrik al-da'wa al-umumiyya, il dépend de l'instruction du ministre de la Défense, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est juridique, c'est établi dans la loi. Donc, du coup, le tribunal militaire en général, il répond à des injonctions du chef hiérarchique de l'institution militaire. Et donc là, le tribunal militaire, il a toujours fonctionné dans l'opacité. C'est une juridiction, même d'ailleurs certains confrères, dont notamment le procès de Taoufir, Louisa Hannoun et Saïd Bouteflika, il y a eu beaucoup de difficultés quant à l'accès même, parce que normalement les procès sont publics, sont censés être publics, que ce soit la justice civile ou la justice militaire. Ça, c'est le code de procédure pénale en général qui régit les poursuites pénales. Mais ce n'est pas le cas, parce que le tribunal militaire, ça a été toujours l'opacité totale. Mais ce qui est anormal, justement, dans des situations comme ça, que ce soit pour la justice militaire ou la justice civile, c'est que nous assistons, nous vivons à travers cette multiplicité de procès, un comportement de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que même quand la justice commet on va dire, des dépassements ou la dépasse-droit, etc., on ne les applique pas à tous. C'est-à-dire il y a des gens qui bénéficient parce que légalement, normalement, quelqu'un qui a été condamné à une peine privative de liberté, comme ce qui est le cas du général que vous venez de citer, normalement, c'est la juridiction supérieure, donc en appel, qui, elle, si elle décide que le tribunal de première instance n'a pas bien jugé, elle peut justement corriger la première décision et elle peut ordonner justement son acquittement, sa relaxe. Ou alors quand ça arrive au niveau de la Cour suprême et que la Cour suprême casse, etc. On n'est pas dans le cas de figure parce qu'en fait, il y a beaucoup d'opacité. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé depuis sa première condamnation devant le tribunal militaire. Maintenant, pour revenir à la justice civile, que je connais plus parce que la justice militaire, je ne la connais qu'à travers les lois qui la régissent, mais je ne la connais pas dans la pratique. Je n'ai jamais été dans un tribunal militaire. La justice civile, elle subit le même sort parce que la volonté politique des dirigeants du pays, c'est de faire de la justice un instrument qu'elle utilise pour régler les comptes, notamment dans les affaires qui intéressent le pouvoir directement. Et comme le pouvoir, il est, soi-disant, dans une perspective d'assainissement, donc même dans l'application de cet assainissement, il continue à faire le deux poids, deux mesures entre les uns et les autres. Je vais vous donner un exemple très concret qui s'est passé il y a quelques semaines de cela. On a assisté à l'incarcération des 2 journalistes de France 24. Injustement d'ailleurs. Je connais le journaliste Express et je connais ce qu'il a subi depuis des mois comme harcèlement judiciaire sur son travail avec France 24. Mais n'empêche, ils ont été incarcérés sur instruction, visiblement. Ils ont été relâchés sur instruction. Et c'est ça qui met la justice à mal. Et aujourd'hui, dans le cadre du mouvement, du dernier mouvement des magistrats,
Le procureur de la République qui, lui, a fait appel de son incarcération, il a été libéré par la chambre d'accusation, ces deux journalistes, eh bien, il se retrouve limogé de son poste de procureur de la République de Bermorad Baïs. Vous voyez, donc, en fait, le pouvoir, il joue des institutions. Il utilise les institutions à des fins tout à fait de se maintenir au pouvoir, de régler le compte à qui il veut régler, et aussi de faire semblant de temps en temps, comme quoi il libère des gens quand vraiment il a des pressions ou alors qu'il apprécie par calcul politicien de libérer certains. Donc il n'y a pas une constance, si vous voulez. Si la justice était vraiment indépendante, beaucoup de gens, et M. Khelfaoui a cité Al-Erdiri, on peut citer Rachid Lekaz, on peut citer les jeunes du Hirak, on peut citer les deux jeunes aujourd'hui qui ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction de Bab-el-Oued. Il y en a des dizaines de gens comme ça. Si vraiment il y avait une volonté politique de laisser d'abord la justice faire son travail en tant qu'institution judiciaire, qui a le devoir et l'obligation de se limiter à ce qu'il y a dans les dossiers, la justice n'en serait pas là. Mais malheureusement, comme je le dis à chaque fois, dans ces affaires-là et dans ces incarcérations, non seulement on est en train de mettre la pression sur le peuple pour que le Hirak ne revienne pas sur la scène, ça on l'a compris depuis très longtemps, depuis même le feu Gaïd Saleh, qui a essayé justement de casser le Hirak de toutes les manières, mais surtout en usant et abusant de la justice pour mettre les gens en prison. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre cette nouvelle Algérie dont on nous parle, mais qui continue à mettre des gens en prison parce que juste ils ont posté un avis sur les réseaux sociaux, Facebook, parce que les Algériens n'ont plus d'autres espaces pour s'exprimer. Il ne leur reste que l'espace virtuel qui est l'espace des réseaux sociaux. Donc c'est un non-sens, c'est de l'incohérence que de parler d'Algérie nouvelle, de parler des libertés, de parler d'une nouvelle constitution, de parler d'écouter la voix du peuple, de même prendre le Hirak comme s'il était à eux, comme si le Hirak c'est le pouvoir qu'il a mis en place, mais que de l'autre côté on continue à incarcérer les gens et on continue à interférer dans le fonctionnement de la justice et à maintenir ce qu'on veut maintenir et à libérer ce qu'on veut libérer. Donc la justice est toujours le grand perdant parce qu'il s'agit de la crédibilité, déjà que la confiance entre le citoyen et l'État et son État et les institutions, et notamment la justice, est vraiment rompue depuis très longtemps, mais qu'aujourd'hui, le peu de magistrats qui restent, qui essayent parfois de faire appliquer rien que la loi, eh bien ces magistrats sont mis à mal, et nous avons vu beaucoup de magistrats qui ont été justement sanctionnés, qui ont été mutés en dehors du mouvement des magistrats, qui est un mouvement annuel normalement, et aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est d'envoyer un message très fort aux magistrats, tous les magistrats qui essayent de faire l'application de la loi, rien que la loi, voilà le sort qui les attend. Donc du coup, même ceux qui ont envie de faire appliquer la loi, eh bien, ils ont peur parce qu'ils vont se retrouver ou bien dégradés, ou bien mutés, ou bien sanctionnés carrément, traduits devant le Conseil supérieur de la magistrature, comme c'est le cas du président du Forum des magistrats. Et je reviendrai à vous pour vous demander de nous dire ce que vous pensez justement de l'attitude des juges intègres qui s'étaient organisés à un certain moment, le Club des 1000, et dont on n'entend plus parler malheureusement, et aussi l'action des avocats qui semblait aller dans le sens justement de la libération de la justice et qui eux aussi ne font plus grand-chose en ce moment, et vous nous direz pourquoi. Mohamed Khelfaoui, vous aviez tout à l'heure évoqué ce crime, j'allais dire, d'intelligence avec l'ennemi dont avait été accusé le général Tawfiq et qui est tombé, selon vous. Il s'est avéré que ce n'est pas vrai, que c'était juste un règlement de compte. On l'a accusé, on l'a diffamé, mais le même chef d'inculpation a été reproché à Saïd Bouteflika. Et pourquoi Saïd Bouteflika n'a-t-il pas joui de la même levée de ce chef d'inculpation infamant? Saïd Bouteflika, puisque vous en parlez, lui, il a été accusé de plusieurs choses, dont l'usurpation de fonctions, utilisation de cachet du président de la République.
Ça, c'est la condamnation à mort pour moi, c'est pas autre chose. L'accusation de réunion en présence ou avec la collaboration d'un homme politique étranger, là, c'était méchant. Comme vous l'avez dit une fois, c'est infamant. C'est inimaginable que le patron des services de sécurité tombe dans un truc pareil. C'est inimaginable. Mais bon, les gens se sont laissés aller à ça. Maintenant que ce chef d'accusation tombe, qu'est-ce qui reste? Il a rencontré le frère du président, le président de fait. Je ne sais pas qui ne le... Lui-même, il le rencontrait si il le lui demanderait. Bon, la même chose pour l'accusation contre le général Erdéry. Et l'intelligence économique, ce chef d'accusation tombe, alors il y a le truc vague avec atteinte au moral, ou je sais pas, franchement, il y a un officier de ce rang à qui on a investi de certaines fonctions et de beaucoup de confiance, et au final, vous l'accusez de ce genre de choses, ex-candidat à la présidence, il faut le rappeler. Non? Et ex-candidat à la présidentielle. C'est ça, oui, ex-candidat, oui. Il pensait pouvoir faire quelque chose, comme les autres aussi. Ils ont cru en une dynamique de démocratisation de la chose. Non, mais voilà que ça a pris très court et malheureusement avec trop de dégâts. Oui, mais pardon, Mohamed Khelfaoui, je voudrais vous poser une question, même si nous allons un peu sortir du sujet. Erdéry, le général Erdéry, qui est militaire, qui connaît de l'intérieur l'institution militaire, comme on dit. Erdéry, qui connaît très bien l'institution militaire, qui connaît les méthodes, qui sait que c'est l'armée qui désigne les présidents et pas les élections. Ce ne sont pas les élections qui vont élire un président en Algérie. On le sait tous très bien. Comment Erdéry, sachant que c'était Gaïd Salah et le clan qui était autour de lui qui allait désigner le président, comment a-t-il imaginé pouvoir être élu par le peuple? Non, Erdéry il est parti en s'appuyant sur les gens qui le supportaient. Et il était évidemment convaincu d'arriver à quelque chose, sinon il se serait retiré très tôt. Bon, maintenant, que le peuple ne le choisisse pas, c'est aussi, le jeu est joué. Bon, il faut être un sportif, accepter la victoire, accepter aussi la défaite. Ceci étant, dès que les choses ont commencé à tourner, je crois, parce que par la suite, moi, je n'étais pas proche, il a compris que ça ne valait pas l'engagement parce que les choses n'allaient pas comme il le pensait. Et il s'est retiré. C'est-à-dire, disons, il ne s'est pas représenté pour celle de juillet. Il a été arrêté, je crois, juin. Là. Bon, si vous prenez le cas de CL Erdéry, depuis le début jusqu'à la fin, accusé d'être proche de quelqu'un qui a été lui-même accusé de trafic et d'intelligence avec le Mossad, s'il vous plaît. Même que ça tombe, il est accusé d'intelligence avec l'étranger, avec un gros point d'interrogation, on ne sait pas quel est cet étranger. Ça tombe, ensuite, bon, puisqu'il n'y a rien, alors vous avez touché au moral de la troupe, chose que franchement, pour un général-major, il ne l'osera jamais. Et est-ce que c'était un cas de règlement de compte, habillé de prétextes juridiques et politiques? C'est-à-dire dès le début de l'Erdéry, lorsqu'il a commencé à se manifester à travers la presse, d'ailleurs le premier article c'était une défense de l'armée contre Nordin Bokroh, que je salue, un ami lui aussi, que je salue, mais là le travail, les échanges intellectuels, ça peut déborder. Mais, donc c'était un travail pour répondre à Bokroh, Nordin. C'était son premier. Ensuite, il a développé d'autres articles. Et c'était parti de là. Il faut se rappeler les réponses du défunt chef d'état-major contre lui, le traité de beaucoup de choses. Bon, on n'a pas besoin de répéter les mauvaises choses, autant répéter les bonnes choses. Donc, il a traité un peu de tout. Et donc, on voyait que le premier obstacle et le plus dur, c'était le chef d'état-major face à lui. Mais Erdéry pensait qu'il allait vers des élections, et c'est tout.
Bon, une autre question que je prends de vos propres déclarations. Si ce chef d'inculpation infamant... J'ai pas entendu si jamais. Alors, si ce chef... Si vous... Et là, vous m'entendez? Oh là là, j'ai dit... Si vous ne m'entendez pas, vous m'entendez. Alors, si ce chef d'inculpation infamant d'intelligence avec l'ennemi a été levé pour Saïd Bouteflika comme pour Tawfiq, et si on ne reproche plus si on ne reproche plus à Saïd Bouteflika que l'usurpation des fonctions du chef de l'État, d'accord? Oui. Alors pourquoi dans ce cas l'avoir fait juger par une juridiction militaire? Pourquoi ne pas le passer maintenant, ne pas annuler le jugement comme étant illégitime, illégal, et ne pas le traduire devant une juridiction civile? Oui. Si Jamal, oui. Le chef d'accusation d'intelligence est tombé, mais les trois sont en prison. Oui, mais Saïd Bouteflika. Pardon, Saïd Bouteflika a été jugé par un tribunal militaire parce qu'on a considéré qu'il y avait intelligence avec l'ennemi. Mais à partir du moment que ce chef d'inculpation est tombé... L'accusation la plus grave, c'était la déstabilisation du commandement de l'État. Oui, mais alors là, ça relève de la juridiction civile de la justice. Ça ne relève pas de la justice militaire. Non, parce que... Non, Mme Assoul va vous l'expliquer mieux que moi. Oui, on lui demandera. Peut-être. Mais je veux dire que l'accusation, au départ, c'était un peu jouer sur le commandement de l'armée. Donc, c'est la déstabilisation d'une institution de l'État. C'était l'institution militaire dont il s'agissait. Et c'est pour ça qu'ils sont passés là-bas, à mon sens. Mme Assoul pourrait dire autre chose pour mieux clarifier. Mais voilà ce que nous avions compris à l'époque. Moi, ce que j'ai relevé, c'est le chef d'accusation infamant, qui est très grave, et qui a fait tomber des larmes de mes yeux. Je ne le cache pas, je le dis. Radni le bled, radni toute la confiance de toute une vie, mais voilà que c'est faux. Voilà que c'est faux. Donc, si c'est ça. Alors, justement, une question, Mohamed Khelfaoui. Une question très simple. Est-ce que pour vous, ce sont des règlements de compte entre clans? Ou est-ce que le règlement de compte relève de la pure spéculation? Si Jamal, je reste quand même dans un certain respect des convenances aussi. Règlement de compte, si c'est à titre individuel, je peux vous le dire. Maintenant, s'il y a un règlement de compte, il appartient aux responsables de la nation d'aujourd'hui de remettre les choses à leur endroit, de rendre aux gens leur dignité, de les réhabiliter, etc. Oui, mais pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a des règlements de compte? Pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a des règlements de compte? Pourquoi? Lorsqu'on discute sur une chaîne de télévision pour alimenter les gens qui nous écoutent, etc., règlement de compte, pas règlement de compte, je ne pense pas que ce soit des importants liens. Par contre, si l'État voit que c'est un règlement de compte, il a tous les moyens pour réhabiliter ces gens. Donc, quand il y a un règlement de compte, je ne dirais pas ça, mais ça sort un peu du cadre d'une chaîne de télévision qui parle de problèmes de la nation entre des cadres, Zoubida Assoul, Madame la journaliste, ou moi-même ancien cadre, et vous-même, journaliste d'une haute qualité professionnelle. Donc, bon, soit c'est un règlement de compte. Qu'est-ce que ça va avancer? C'est pas à moi de dire. Moi, je peux le ressentir. Je vous le dis, je peux le ressentir. Mais c'est individuel, ça, c'est personnel. Ce n'est pas Ayoub Chab el-Jazairi, il y a eu un règlement de compte. Non. Nous allons demander à Mekassi Tinhinan. Mekassi Tinhinan, à votre avis, comme nous l'affirme Mohamed Khelfaoui, nous l'avons perdu. Zoubida Assoul, d'abord, avant d'en arriver à la question que je voulais vous poser, que suggère Mohamed Khelfaoui, la traduction de Saïd Bouteflika
devant une juridiction militaire. Et même de Tawfiq lui-même, qui était devenu un civil, et n'était plus militaire, il était à la retraite. Est-ce qu'il est légal de les traduire devant une juridiction militaire, devant un tribunal militaire? Selon le code de la justice militaire, est considéré comme une affaire militaire quand il y a des personnes militaires qui ont commis l'infraction, même si cette infraction a été commise par un militaire, mais avec des civils, c'est toujours le tribunal militaire qui est compétent en la matière. La deuxième des choses, quand les faits constituent une infraction qui touche à, à la sécurité ou la stabilité de l'institution militaire. Le chef d'inculpation que Feu Gaïd Salah a voulu mettre dans cette affaire-là, d'abord, il y avait des militaires Tartag qui étaient en fonction. Donc, c'est un militaire. Saïd Bouteflika est un civil, mais il a rencontré, même si Tawfiq n'était plus en fonction, il était à la retraite, mais il les a rencontrés en sa qualité. Est-ce qualité quelqu'un qui connaît, qui maîtrise un peu l'institution militaire et notamment le DRS. Donc, tout ça, ajouté à cela, le chef d'inculpation qu'il leur a fait, c'est-à-dire complot contre l'État. Et ça, le complot, il rentre directement dans les qualifications qui touchent à la sécurité et la stabilité du pays. Donc, voilà pourquoi ce qui justifie au moins juridiquement la traduction de Saïd Bouteflika en étant un civil avec des militaires devant le tribunal militaire. Ça, c'est ma lecture et mon interprétation de la loi, du code de la justice militaire. Alors, pour ce qui est de ces histoires de justice qui ont atteint un seuil absolument intolérable, de cette justice qui est devenue un outil aveugle et obéissant, soumis à l'injonction des décideurs, notamment des décideurs qui ne sont pas des décideurs légitimes, puisqu'un chef de l'armée n'a pas à faire de la politique en toute légalité. Cette justice qui se met au service donc du plus fort du moment, pourquoi ces juges qui avaient donné l'impression à un certain moment, surtout le club des 1000, qui allaient dans ce sens de restituer à la justice son indépendance par rapport non seulement à l'exécutif, mais à toute forme de décideur, et pourquoi les avocats aussi, qui avaient laissé croire, espérer à un certain moment qu'ils allaient s'engager dans cette voie pour exiger l'indépendance du pouvoir judiciaire, pourquoi ça a coupé court? Pourquoi ça n'a pas été jusqu'au bout? Non, je pense que ça n'a pas coupé court. D'abord, c'est la première fois depuis l'indépendance que les magistrats sortent à l'occasion de la révolution pacifique, sortent pour réclamer l'indépendance de la justice. C'est une première. La deuxième des choses, c'est que quand même beaucoup de magistrats ont fait une grève. C'est aussi inédit dans l'histoire de la justice algérienne. Les magistrats, même si le statut de la magistrature leur interdit de faire grève parce que la justice étant un secteur vraiment stratégique et que les magistrats n'ont pas le droit de faire grève parce que ça touche au bon fonctionnement et à la continuité du service public et la justice. Donc, ils ont fait quand même une grève qui a duré... Oui, mais Zoubida Assoul, je vous rappelle qu'ils ont fait grève. C'est juste mon raisonnement. Oui, oui, allez-y, pardon, excusez-moi. Donc, après cela, bien évidemment, aussi bien le syndicat des magistrats que le forum des magistrats ont exprimé clairement des propositions qui peuvent aborder dans le sens de l'indépendance effective de la magistrature et des magistrats à travers justement, si jamais il y a un dialogue, le dialogue en fait se faisait directement en même temps du Hirak. Les magistrats, les syndicats, le forum ont vraiment fait des propositions comment garantir que la justice puisse être indépendante des deux autres pouvoirs, législatifs et surtout exécutif, et surtout indépendante du pouvoir exécutif qui est le chef de l'État. Donc, il y a eu des choses. Les avocats aussi, depuis les débuts du Hirak,
les avocats, en tout cas beaucoup d'avocats militants, parce que dans les avocats, vous savez, nous sommes à peu près 48 000 avocats dans toute l'Algérie, mais ce n'est certainement pas les 48 000 qui sont sortis, mais une grande majorité des avocats sont sortis. Mais il y a les avocats militants qui, depuis des années, militent pour l'indépendance de la justice, pour l'état de droit et pour la préservation des libertés individuelles et collectives de tous les Algériens et Algériennes. Donc ces avocats-là ont continué à travailler, sauf que le jour où il y a eu la pandémie du Covid-19, malheureusement, cette démarche de mobilisation, elle ne peut se voir qu'à travers des démarches physiques qu'on faisait déjà à l'époque, les marches, les sit-ins qu'on faisait devant les juridictions, etc., etc. Depuis qu'il y a le Covid, il y a le Hajr al-Sahi, il y a le couvre-feu, donc vous ne pouvez pas, bien sûr, voir ce travail. Ça ne veut pas dire que ce travail ne continue pas à se faire. Il continue à se faire autrement, en attendant que la levée de toutes les mesures sanitaires soit faite et soit effective. Et moi, je suis sûre que le Hirak reviendra et reviendra encore plus fort, même si le pouvoir en place essaye de faire peur aux gens, de mettre encore des gens en prison pour dire toute personne aujourd'hui qui n'est pas d'accord et qui ne cautionne pas la démarche du pouvoir, voilà ce qui l'attend. Alors, justement, Zoubida Assoul. Nous, on le voit, on le ressent. Zoubida Assoul, vous parliez de grève des magistrats. Vous parliez des grèves des magistrats, et vous semblez saluer cette initiative qui, en son temps, avait été saluée par l'ensemble des Algériens qui ne savaient pas, malheureusement, à ce moment-là, que c'était une grève incitée par des revendications socio-professionnelles qui n'avaient rien à voir avec cette demande légitime que nous attendions tous de l'exigence de l'indépendance de la justice. Alors, dès qu'on leur a attribué ce qu'ils demandaient, les juges, ces magistrats, ils sont retournés, ils ont mis fin à leur grève. Alors, la question est, pourquoi les magistrats n'entreprennent-ils pas d'entrer en grève de la même façon qu'ils l'ont fait pour des salaires, des mutations et autre chose, pour exiger que leur institution soit indépendante du pouvoir exécutif et des autres décideurs militaires? Si vous permettez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que la grève a été faite pour des revendications purement socio-professionnelles. Il y avait cet élément. Parmi tant de revendications, ce ne sont pas que des revendications socio-professionnelles, c'est-à-dire augmentation des salaires et tout ça. Non, les magistrats ont demandé aussi des conditions de travail. Et les conditions de travail, vous savez, quand vous avez un magistrat qui rentre dans une salle d'audience avec 200 à 300 dossiers par audience et que, quel que soit son génie, il ne pourra pas vraiment rendre la justice en termes de qualité. Ça va être une justice expéditive. Ça fait partie justement des éléments que les magistrats revendiquent. Mais par contre, il y a une perversion justement des revendications. C'est justement la propagande qui a été faite autour de tout cela pour dire finalement les magistrats n'ont fait la grève que pour demander des augmentations de salaire. Par contre, les gens n'ont pas vu toutes les manœuvres qui ont été faites par le pouvoir en place et notamment par la chancellerie, donc le ministère de la Justice, et toutes les sanctions qu'ont subies beaucoup de magistrats, dont le procureur de la République d'Alger, de Sidi Mohamed, qui a été muté en pleine année judiciaire à Gmar sur Ouedsouf. Et quand vous voyez beaucoup de magistrats qui ont subi des mutations aussi, des magistrats qui ont eu des décisions très courageuses en faisant l'application de la loi, donc ce sont ce type de, si vous voulez, de pression qu'on met sur les magistrats de manière à ce qu'ils ne revendiquent pas l'indépendance de la justice. Donc c'est vrai que ça, c'est une réalité. Il ne faut pas aussi la perdre. Oui, mais Zoubida Assoul, pardonnez-moi, mais personnellement, je vois une grande différence entre exiger des conditions de travail et l'indépendance de la justice, qui est une revendication autrement plus haute, autrement plus centrale, oui. Chose qu'ils n'ont pas revendiquée malheureusement, et d'ailleurs même pour les conditions de travail. Ils ont repris le travail sans que le régime ne leur accorde ce point parmi les autres. Ils ont repris le travail dès qu'on leur a accordé
les exigences socio-professionnelles, notamment tout particulièrement sociales. Ça veut dire salaire, mutation, affectation, ils ont repris le travail. Nous ne pouvons pas dire que non, il y avait dans leurs revendications une portée politique aussi. Il n'y en avait pas. C'est Jamel, regardez tous les communiqués, à la fois du syndicat et du forum des magistrats. L'indépendance de la justice a été toujours une revendication permanente de tous les communiqués qui ont été faits par ces deux instances. Il ne faut pas oublier, vous avez parlé au début de votre question des 1000 magistrats qui ont voulu créer un autre syndicat des magistrats. Oui. Parce qu'ils ne se reconnaissaient pas à travers l'ancien syndicat des magistrats qui était totalement inféodé à la chancellerie et qui exécutait les ordres de l'ours à l'époque. Oui. Ça, c'est une chose. Mais ils ont essayé. Est-ce que nous avons perdu Zoubeda Assoul? Nous l'avons perdu. Alors, Mekassi Tinhinan, avant que je vous pose une question en particulier qui ne sera pas contradictoire, rassurez-vous. Si c'est possible, excusez-moi, c'est possible, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur les revendications de la justice. Il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, les revendications socio-économiques et socio-professionnelles sont très importantes. Parce que la revendication de la justice libre est une revendication nationale et populaire. Mais la revendication socio-professionnelle est une revendication qui est propre aux juges, qui est propre à chaque profession. Chaque profession aujourd'hui, dans le cadre du Hirak, dans le cadre de l'Algérie nouvelle, dans le cadre du changement, se doit d'aller vers ces revendications-là. Parce que les conditions de travail permettent à cette profession d'évoluer. Il faut qu'on dépassionne le débat. D'accord. Mekassi, excusez-moi. Excusez-moi, Mekassi Tinhinan. Pardonnez-moi, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et que j'ai des questions pour vous. Non, mais ça fait partie Oui, mais c'est moi qui pose les questions. Excusez-moi, moi je vous pose la question et vous vous répondez comme vous voulez. Pardon, Mekassi Tinhinan, j'ai une question pour vous d'abord, puis une autre. Alors, tout à l'heure, Mohamed Khelfaoui, vous m'avez fait perdre le fil de mes idées. Tout à l'heure, Mohamed Khelfaoui a considéré que que la question est-ce que nous sommes face à un règlement de compte n'était pas importante, qu'il n'était pas nécessaire d'y répondre. Est-ce que vous pensez la même chose? Et si oui, sinon, est-ce que nous sommes dans un règlement de compte ou non, de façon claire, avant que je vous pose une question pour vous, spécialement pour vous? Vous savez, déjà, moi, je pense toutes les questions sont importantes et toutes les questions ne sont pas importantes. C'est les réponses qu'on apporte sur lesquelles on doit se concentrer. Quand on apporte des réponses qui enflamment, quand on apporte des réponses qui ne sont pas justes, quand on apporte des réponses qui ne font qu'envenimer la situation, quand on va vers la polémique, là, ça ne sert à rien de se poser aucune question sur l'avenir du pays. Parce qu'on n'avance pas, parce qu'on ne construit pas. Aujourd'hui, les questions sont règlement de compte ou pas règlement de compte. Ce qui nous a choqués, nous, en tant que citoyens, c'est déjà la perte d'homogénéité, la perte. Avant, on était face à un système qui était d'accord à protéger ses intérêts. Ils avaient des intérêts communs qu'ils ont voulu et qu'ils ont protégés par tous les moyens. Ils voulaient, le 5e mandat était pour garder la même mise sur le pouvoir, que ce soit le Gaïd, que ce soit X ou Y. D'ailleurs, à l'époque, on parlait de Tebboune comme étant le candidat de Gaïd Salah. Aujourd'hui, revirement de situation, on revient sur les mêmes questions avec les mêmes analyses sur le Hizb al-Wahid. On a un seul truc en tête, complot, pas complot, la fin du monde, pas la fin du monde. Mais les questions sur la construction du pays, les questions sur le changement, on doit les poser. C'est quand qu'on doit les poser. Ça fait partie maintenant, Tinhinan, si vous voulez... de l'opposition, du rôle de la presse, etc. Tinhinan Mekassi, est-ce que vous me laissez parler, s'il vous plaît? Tinhinan Mekassi, maintenant, si vous voulez poser les questions vous-même et y répondre vous-même, faites-le, puisque je ne peux plus vous poser de questions. On n'est peut-être pas d'accord, mais on avance. Oui, mais moi je vous pose une question, c'est mon rôle. Pourquoi voulez-vous que je vous laisse poser la question que vous voulez vous poser à vous-même? Moi je vous ai posé une question claire, j'aurais voulu que vous m'y répondiez, mais sinon,
pour aller... Je viens de vous répondre, je vous dis, pour moi, les questions ne sont pas est-ce qu'il est question de complot ou pas de complot. Je vous ai dit au tout début, on n'a pas toutes les informations de façon, on n'est pas tous sûrs des informations, est-ce que c'est un complot ou ce n'est pas un complot. L'idéal, le fantasme du complot existe dans la tête de chacun de nous. Le fantasme du DRS qui complote, qui fait tout, qui existe dans la tête de chacun de nous. Mais est-ce que cette analyse basée seulement sur le complot nous arrange, nous fait avancer? Moi, c'est les questions, c'est la réponse que je vous donne. Je réponds à votre question par une autre question. Très bien. Alors, une autre question. Je vous demanderai de répondre de façon assez succincte parce que nous arrivons à la fin. Avec une réponse, pas avec une question. Pardon? Je répondrai avec une réponse, pas une question. J'aimerais bien, si vous voulez bien. Alors, le rôle de la presse en ce moment même, à part 2 ou 3 journalistes qui sont en train d'aller dans ces questions, dans la mesure de leurs moyens, c'est silence radio, c'est blackout. On n'en parle pas. On n'en parle pas du tout, du tout. Vous avez beau feuilleter tous les journaux du pays, c'est à peine si vous trouvez 2 ou 3 articles qui essayent de faire quelques vagues allusions sur ces questions. Pourquoi, à votre avis, la presse n'est-elle pas au rendez-vous de ces grandes questions? La presse n'est pas au rendez-vous de ces grandes questions. Parce que pour je pense, ça reste un avis personnel qui n'engage que moi-même. La presse a loupé de grands rendez-vous nationaux, de grandes questions. La presse aujourd'hui n'est pas libre au sens figuré ni au sens littéral. La presse a des intérêts à protéger. Et quand elle ne protège pas ses intérêts, elle est perdante. Aujourd'hui, on est face à une presse de survie. La presse aujourd'hui, elle est dans la survie. Parce que c'est bien beau de parler de liberté de la presse. Mais l'intérieur, le fonctionnement de la presse, au-delà, on est vraiment dans la survie. On n'est pas que face au pouvoir. On a été même dans la même situation face aux détenteurs de ce qu'on a appelé la FABA. La FABA aussi, on n'avait pas le droit d'en parler. Que certains journalistes, que certains journaux qui faisaient allusion, mais les grandes débâcles, la presse n'a pas eu le droit d'en parler parce que la presse aujourd'hui, comme un peu partout dans le monde d'ailleurs, ce n'est pas qu'un problème national, la presse est muselée. Très bien, merci Tinhinan. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mohamed Khelfaoui, une dernière question un peu existentielle. Alors, peut-être qu'il sera difficile pour vous. Pourquoi les militaires algériens, dans tout leur ensemble, pourquoi acceptent-ils d'être ainsi au service d'une junte, au service de chefs qui sont des mafiocrates, qui s'enrichissent en milliards de dollars, qui se servent de la justice, qui installent qui ils veulent à la tête de l'État, qui font limoger qui ils veulent, qui recrutent qui ils veulent à tous les postes de l'État? Pourquoi l'armée en tant que telle, les officiers, les hommes d'honneur, pourquoi ne résistent-ils pas à cette mafiocratie qui est à leur tête? Écoutez, d'abord je reviens parce que lorsque vous avez interprété votre consoeur, lorsque vous l'avez questionné sur le règlement de compte, moi j'ai pas dit que c'est pas important là. Parce que si Jamal, vous dites que règlement de compte au niveau de l'État, d'un pouvoir, on ne peut pas l'exprimer de cette manière. D'autant plus que c'est un pouvoir qui est dans la continuité de ceux qui l'ont précédé, et vous le dites tout le temps, puisque c'est le même qui se reproduit. Il est dans la continuité. Donc, parler de règlement de compte à notre niveau, donc c'est aussi parler de Hogara, et donc on va faire dans l'émotionnel et non dans l'information ni dans l'analyse. L'analyse émotionnelle, moi je ne suis pas, je n'accepte pas, et vous non plus certainement. Il vaut mieux faire autre chose, quoi. Votre question, la deuxième, à propos je ne sais pas, vous avancez des choses, à la tête de l'armée, il y a une mafia, je crois, si c'est ça, c'est votre question. Oui, c'est ça, et j'imagine que vous le savez vous aussi. J'imagine qu'il n'y a pas un seul Algérien qui ne le sait pas. Si jamais les peuples protègent leur armée. Essayez de faire la même chose. Maintenant, si vous avez en vue
un officier ou là, oui, vous le dénoncez, oui. Maintenant, vous dites pourquoi l'armée ne se rend pas. D'abord, moi, personnellement, ceux que je connais au niveau de l'État, et je ne sais pas s'ils sont en train de m'écouter ou pas, au niveau de l'armée, je veux dire, hein, au Oui. niveau de l'armée, et même ceux qui sont sortis, moi, je peux vous assurer, pour ceux que je connais, c'est des gens très propres. Je suis propre, hein, très propre. Maintenant, s'il y a des choses qui se font que j'ignore, je n'ai pas le droit de mettre mon armée à ce niveau pour la piétiner. Non, non, si jamais. Les Mais armées هذا هو sont protégées المشكل سي محمد، المشكل هذا هو المشكل هو lorsqu'on montre du doigt, lorsqu'on montre du doigt ces gens qui salissent l'honneur de l'armée. Tout le monde se dit ah vous attaquez l'armée, mais ce n'est pas l'armée qu'on attaque. Au contraire, nous on cherche, comme vous le dites, à protéger cette armée. شوف لي سي جمال ceux qui ont sali ou là qui salissaient l'armée, le commandement a pris les dispositions qu'il faut et ils sont en prison. Certains, bon, je ne cite pas leur nom, je ne suis pas pour ça, mais voilà qu'une fois qu'ils sont mis en prison, vous avez parlé de règlement de compte. Alors comment faire? On arrête la mauvaise graine. C'est un règlement de compte, on les laisse. Pourquoi l'armée ne se soulève pas? Non, si jamais. L'armée, je crois que c'est un point très sensible, vous le savez certainement. Je ne peux pas douter de ça. Tous les peuples du monde protègent leur armée. Pourquoi nous, on voudrait l'armée de la piétiner? Il y a certains des responsables véreux, ils croupissent en prison. Et s'il y a encore certains dans les arcanes du pouvoir, Inch'Allah, les jours à venir, on mettra fin à leurs exactions, à leur fonction au moins. Mohamed Khelfaoui, merci beaucoup. Zoubida Assoul, merci beaucoup. Mekassi Tinhinan, merci beaucoup. Je rappelle qu'en posant cette question à Mohamed Khelfaoui, il n'était pas dans mon intention de m'attaquer à l'armée. Bien au contraire, il était dans mon intention de protéger l'armée, comme l'a dit M. Khelfaoui, en lui posant la question simple. Pourquoi les officiers, les hommes d'honneur qui sont dans cette institution, dans cette honorable institution, pourquoi acceptent-ils ce dictat de leurs chefs qui sont pour la plupart milliardaires, certains milliardaires en dollars, dont on sait très bien d'où ils ont ramené cet argent. Et j'aimerais que nous cessions de faire l'amalgame entre la mafiocratie militaire et l'armée algérienne. Barakallahu fikum, merci d'avoir suivi cette émission.